La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo fait un nouveau début dans le monde entier. À la base, les M23, les attaques du M23 qui seraient soutenues par le Rwanda. Mesdames et messieurs, quel est l'aperçu de cette situation par la cage? Nous recevons pour vous Georges Kapiamba dans ce numéro spécial d'Anthony. Président Georges Kapiamba, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Merci aussi pour l'intérêt que vous attachez à la protection des personnes et leurs biens, surtout pour la partie est de notre pays. Je suis pas très bien habillé. Hein? Ah bon? Oui. Ah, je suis habillé en africain. Merci. Alors, première question, rapidement, quelle est votre lecture de cette crise sécuritaire dans la partie est? Alors, cette situation nous préoccupe beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle met en danger cette insécurité, elle met en danger les vies des personnes et leurs biens. Il y a énormément de crimes qui se commettent à la suite de cette insécurité. Depuis plus de 20 ans, nous vivons la même chose et il n'y a pas de solution. Bref, les populations civiles ne sont pas protégées. Donc, ce sont des atteintes graves aux droits et libertés fondamentaux des citoyens pour lesquels nous continuons à secouer, à exercer des pressions tant sur nos autorités nationales, mais aussi sur les responsables, les acteurs principaux de la communauté internationale, pour que les actions d'envergure soient vite prises afin de mettre fin à cette situation de forme de toute. J'ai suivi dans votre introduction, vous avez dit que le M23 serait soutenu par le Rwanda. Mais nous, la CACH, nous avons beaucoup travaillé. Nous travaillons avec nos points focaux, nos partenaires, et nous sommes en contact avec plusieurs responsables aussi étatiques qui nous permettent d'avoir des informations et de les croiser. Nous avons établi qu'à ce jour, il n'y a plus de réserves à faire en ce qui concerne les soutiens multiformes que les autorités rwandaises apportent encore au M23 comme par le passé. Mais c'est quand même paradoxal parce que quand du côté congolais, vous êtes une ONG très réputée, vous avez des preuves que le Rwanda soutient le M23. De l'autre côté, il y a aussi certaines structures internationales qui ne reconnaissent pas cela, disent que c'est une guerre interne entre Congolais. Quelle est la version que nous devons croire aujourd'hui si déjà l'autorité rwandaise elle-même réfute la version congolaise? Quelle est la version que nous allons privilégier? D'abord, nous sommes une structure indépendante. Nous ne faisons pas dire des choses que nous ne pouvons pas nous-mêmes démontrer. Et quand je vous dis que nous détenons les éléments qui établissent qu'effectivement, le M23 continue à bénéficier du soutien multiforme, ça veut dire soutien ou appui politique, diplomatique, militaire, logistique et financier. Nous avons des éléments. Et ces mêmes éléments ont été déjà mis à la disposition de la plupart des organisations interétatiques, notamment la MONUSCO, les mêmes éléments. Les mécanismes de vérification, qui est un des mécanismes créés dans le cadre de la CIRGL, les responsables ont les mêmes éléments. Je suis certain que même au niveau de l'Union africaine, ils ont les mêmes éléments. L'Union européenne, beaucoup d'États membres même de l'Union européenne ont même les mêmes éléments. N'oubliez pas qu'il y a quelques années, 2008-2009, il y a eu plusieurs États qui avaient interrompu
leur coopération avec le gouvernement rwandais, notamment la Suède, Norvège, il y a eu la Grande-Bretagne, il y a eu les États-Unis, pour ne citer que cela, à cause de leur soutien et leurs activités régulières qui étaient menées sur le territoire de la République démocratique du Congo, qui amplifiaient l'insécurité et qui étaient à la base de la commission de plusieurs crimes. Donc c'est la même situation qui continue. Mais aujourd'hui, on remarque que cette communauté internationale qui, jadis, avait condamné le Rwanda, même suspendu la coopération, aujourd'hui, elle est pratiquement muette face aux faits qui sont totalement graves et les preuves qui sont à la place publique. Comment expliquer qu'ils ne puissent pas condamner cela, comme on a fait dans le passé, ou bien quand la Russie est en train d'agresser l'Ukraine, on voit que la communauté internationale est mobilisée pour la cause ukrainienne. Pourquoi, pour les Congolais, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se fait? Oui, c'est notre perception sur les choses qui démontre tout simplement qu'au niveau de la communauté internationale, quand il s'agit de la situation qui concerne le pays et les populations de l'Afrique, la question n'est pas traitée avec les mêmes engouements, avec la même ampleur que quand il s'agit de la même situation qui se déroulerait sur les autres espaces du monde, comme par exemple en Europe, vous l'avez cité, comme si c'était en Amérique latine. Vous verrez qu'ils se mobilisent plus, ils mobilisent beaucoup de moyens, mais le font pour la situation de la RDC, c'est vrai, on nous dira. Moi, j'ai parlé déjà avec beaucoup de diplomates, on nous dit, mais la communauté internationale est mobilisée aux côtés de la RDC depuis plus de 20 ans, à travers la MONUSCO, à travers d'autres mécanismes. J'ai dit, mais c'est une mobilisation qui n'est pas assez forte. Parce que si elle l'avait été, et elle était rigoureuse, on aurait déjà mis fin à cette situation. Déjà en 2013, il y a eu un travail qui a été fait, c'est-à-dire la conjonction des forces entre la FIB, la force d'intervention de la MONUSCO, avec les FARDC. Ils avaient défait le M23. Mais par la suite, on a senti qu'il y avait encore les mêmes gens qui ont baissé les bras, parce que lorsqu'il y a eu les aides du M23, dont l'une est allée au Rwanda, l'autre est allée à Rwanda, si les autorités congolaises ont eu à avoir accès, un contrôle sur ce qui était allé à Rwanda, ça n'a pas été la même coopération du côté du Rwanda. Et au-delà de ça, il n'y a pas eu une grande mobilisation du côté aussi de la communauté internationale, mais aussi du côté de nos autorités congolaises pour exploiter l'aspect de la diplomatie des droits de l'homme, c'est-à-dire travailler sur la documentation de l'ensemble des crimes qui ont été commis et faire demander des comptes aux responsables, parmi lesquels les plus hauts responsables du M23 qui ont commis beaucoup de crimes pendant la période qu'ils avaient occupé l'Est de la RDC jusqu'à leur départ en 2013. En 2013, quand ils sont partis du Congo, est-ce qu'on peut comparer cette période-là à la période de 2022 où on revoit que ce groupe revient? Est-ce qu'on peut comparer les deux périodes et dire que le régime, par exemple, de Tshisekedi est un peu plus au front que le régime de Kabila, où il y a une évolution, où il y a une régression d'une certaine manière? Alors, on sent depuis 2021 un engagement assez fort, une détermination assez forte du côté du nouveau régime, mais nous continuons à plaider auprès de plus hautes autorités pour qu'ils ne puissent pas rester seulement sur le volet diplomatie politique. Non seulement que celle-ci a démontré ses limites, mais nous insistons sur deux autres volets. Le premier de ces deux volets, c'est de retravailler au niveau interne pour équiper
moderniser, former les FARDC et améliorer leur social. Il n'y a pas seulement les FARDC, mais nous souhaitons que cela s'étende à la police nationale et à l'ensemble de la communauté des services d'intelligence. Voilà pourquoi nous souhaiterons, nous avons beaucoup communiqué sur cet aspect, que toutes les forces de défense et de sécurité puissent aujourd'hui reprendre leur place en ce qui concerne les prochains investissements. Parce qu'on ne peut pas espérer avoir un pays, protéger l'intégrité des territoires, protéger les personnes et leurs biens, lorsqu'on ne met pas au cœur de nos priorités les forces de défense et de sécurité. Le deuxième, enfin, qui constitue le troisième problème, c'est que nous souhaitons vivement que les autorités congolaises travaillent avec les organisations de la société civile et les forces des droits de l'homme. Oui, nous sommes disponibles sur ce qu'on appelle la diplomatie des droits de l'homme, qui doit consister à quoi? Qui doit consister à ne pas tout le temps penser qu'il faut aller seulement à New York, discuter, rencontrer les gens, leur parler des attaques incessantes, des violations de nos frontières, mais il faut leur amener aussi les documents consignant tout ce qu'il y a comme violation grave des droits de l'homme commise à l'occasion de ces attaques, de manière à ce que, en dehors du terrain de la diplomatie politique, nous puissions aller vers Genève, au commissariat des Nations Unies des droits de l'homme, où on traite des questions de la protection des droits fondamentaux et de la lutte contre l'impunité des crimes graves. Nous puissions aller vers la Haye, où se trouve la Cour pénale internationale, pour essayer de voir avec la Cour pénale internationale comment l'activer, comme elle le fait aujourd'hui en Ukraine. Enfin, nous puissions aller à Banjul, pour ne pas à Banjul, parce que là, il y a la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui s'occupe aussi de ces questions, mais aussi à Arusha, où se trouve le siège de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc ces mécanismes-là ne doivent pas être oubliés. Autant nous menons les combats, aujourd'hui c'est un peu la diplomatie biceps que la RDC essaie de développer, nous nous en félicitons parce que nous avions souhaité cela. On remonte en puissance les forces de défense et de sécurité, mais il faut travailler sur la documentation des violations graves. Quelque part dans la négociation qu'il y a eu dans le passé, est-ce que, d'une certaine manière, ce n'est pas le manque de respect des engagements entre le gouvernement et les groupes armés qui ne sont pas respectés, qu'aujourd'hui, il faut porter le chapeau à tout un pays? Oui, c'est-à-dire qu'il y a des engagements pour lesquels nous ne sommes pas d'accord, que la RDC, les autorités puissent les exécuter, notamment des engagements qui avaient consisté ou un consentement qui aurait été donné pour rassurer aux membres du M23 de leur intégration au sein des forces de défense et de sécurité, au sein des administrations, des institutions politiques. Ça, nous ne sommes pas d'accord. Oui, mais ça ne devait pas être fait parce qu'au fait, nous étions tous mobilisés avec les autres organisations nationales et internationales. Nous avons mené des lobbying pour dire ces volets-là, nous ne voulons pas entendre parler de son exécution. Et il faut qu'on se le dise. C'est ce qu'on a voulu faire aussi avaler au nouveau régime. Nous sommes au courant qu'il y a des chancelleries qui ont tenté de faire croire qu'il faut ce qu'ils appellent la résolution globale de ces conflits. Et quand ils parlent de la résolution globale, ils entendent notamment les volets politiques qui consisteraient à répondre favorablement aux demandes des M23, des responsables des M23, d'être intégrés. Ce n'est pas une solution pour mettre définitivement là. Non,
on ne peut pas penser résoudre. Non, on ne peut pas penser résoudre. Parce qu'au fait, les dangers, c'est quoi? Si nous continuons à faire droit à ce genre de revendications, c'est-à-dire à primer ceux qui ont du sang sous leurs mains, ceux qui ont égorgé les Congolaises et les Congolais, ceux qui ont fait fuir les enfants de leur milieu de vie, les autres sont décédés, ceux qui ont participé aux enlèvements, aux tueries, nous compromettons la stabilité de la RDC. Nous encouragerons les autres criminels potentiels qui vont se dire, mais écoutez, le M23 a fait la même chose, pourquoi nous ne pouvons pas aussi le faire? Il ne faut pas oublier que nous avons aujourd'hui plus ou moins plus de 100 groupes armés à l'est de la RDC. S'il faut tout le temps recourir à cette recette-là qui n'a même pas permis à la RDC de mettre fin à ça depuis plus de 29 ans aujourd'hui, on ne va pas résoudre ça. Il faut qu'on reste ferme et on s'engage davantage sur les autres volets là. Je crois que la RDC va triompher. Comment qualifiez-vous l'attaque, je ne dis pas l'attaque, mais la coalition entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise pour attaquer les ADF? Comment vous jugez cette approche? Non, je pense qu'avec l'armée ougandaise, il en est de même de la question de l'état de siège. J'en ai parlé à beaucoup de gens. Je crois que les autorités congolaises ont comme obligation de voir, d'étudier toutes sortes de solutions pouvant permettre au moins de rétablir la paix et la sécurité à l'Est, dans les provinces. Toutes formes de propositions, toutes formes de solutions. Des solutions qui doivent cadrer avec notamment les lois de la République, doivent cadrer avec les engagements de la RDC en ce qui concerne la protection des droits de l'homme, des droits humains. Alors, en ce qui concerne bien sûr, parce que c'est une initiative qui a été, nous espérons qu'elle a été mûrie, réfléchie par les experts du gouvernement congolais, et ils ont trouvé qu'il fallait mutualiser ces efforts avec l'armée ougandaise parce que nous partageons les mêmes problèmes. C'est-à-dire les ADF attaquent non seulement les populations civiles du côté de la RDC, font aussi du côté de l'Ouganda, même si c'est chez nous qu'ils ont à un moment donné instauré, développé leur base arrière et commettent plus de dégâts qu'ils le font au Rwanda et au Ouganda. Et donc, c'est un mécanisme qui permet de tenter à résoudre cette question-là. Et au vu des éléments que nous avons, qui sont à votre possession, nous avons senti qu'il y avait quand même des résultats. C'est un résultat. Même si les groupuscules qui se sont échappés de leur base continuent à commettre encore les mêmes exactions sur leur parcours, mais nous espérons que les FARDC finiront par maîtriser l'ensemble de cette situation. L'une des résolutions des consultations de Nairobi, c'était la mise en place d'une force régionale qui traquerait les groupes armés dans toute la sous-région. Est-ce que vous soutenez cette idée? Bien sûr. Nous avions même écrit aux organes, c'est-à-dire exécutifs de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est pour demander à ce qu'il faudrait que tous les États s'y impliquent. Et cette résolution, lorsqu'elle avait été prise, nous l'avons saluée. Maintenant, il faudrait que les consultations en cours, sous la houlette du président kenyan, puissent se poursuivre. Mais il y a les M23 maintenant qui gênent, qui s'érigent en obstacle par rapport à ce processus. Voilà pourquoi nous nous demandons aux membres du Conseil de sécurité de pouvoir soutenir davantage la RDC, la MONUSCO, pour qu'on arrive à défaire totalement les M23 et qu'on les oblige à rejoindre le processus de Nairobi, avec bien entendu
le consentement des autorités congolaises parce que le gouvernement congolais a déclaré M23 comme mouvement terroriste. Donc, ils l'ont inscrit sur la liste noire. Vous êtes de ceux qui pensent aussi qu'il faudra une option militaire vis-à-vis du Rwanda, il faut déclarer la guerre au Rwanda, faire carrément la guerre au Rwanda? Non, nous ne sommes pas pour la déclaration de la guerre. Pourquoi? Parce que la guerre provoque, entraîne les violations des droits de l'homme. Mais nous sommes par contre pour les actions de légitime défense. Ça veut dire, c'est-à-dire, oui, lorsque la RDC est attaquée, la RDC a conformément au droit international les droits d'organiser ses forces de défense et de sécurité pour faire face à cette attaque et faire en sorte que ces frontières ne puissent pas en souffrir, que ces populations et leurs biens puissent être sécurisés. Et donc, les opérations en cas de légitime défense sont nécessaires et les autorités congolaises doivent travailler sur ça et nous faisons confiance au FARDC parce que ça fait partie de leurs missions. La protection des personnes et de leurs biens, la protection de l'intégrité territoriale de la RDC, mais aussi la protection de la souveraineté internationale de la RDC. Parce que si un pays voisin attaque la RDC et arrive à conquérir certaines zones de la RDC et y instaure une autorité administrative ou militaire soit-elle, cette zone va échapper totalement à l'autorité du gouvernement central de la RDC. Ça veut dire que les frontières de la RDC auraient été bougées. La carte de la RDC risquerait d'être modifiée. On va tomber dans une balkanisation. Et donc, les forces de défense et de sécurité de la RDC ont cette obligation. Les hommes et les femmes qui s'y sont engagés ont prêté serment et se sacrifié jusqu'à leur propre vie pour protéger ces frontières, protéger les citoyens, protéger les droits de l'homme. Voilà. Parce que dans le fond, il y a ce fameux plan de balkanisation qui est déjà en jeu, qui est mis en application comme certains politiciens le dénoncent. Vous avez aussi cette... Ça transparaît par des initiatives répétées des pays voisins, principalement du Rwanda. Parce que, regardez ce qui s'est passé lorsque l'état de siège est proclamé sur les deux provinces qui sont en proie à des violences depuis plusieurs années. On égorge les compatriotes, on tue les gens. Mais quand les autorités de Kinshasa décident de recourir à un des mécanismes constitutionnels, l'état de siège pour instaurer une administration militaire afin de mener des actions musculées contre les groupes armés qui sont à la base de ça, on a vu que le président du Rwanda a critiqué cet état de siège au seul motif qu'on aurait dû le consulter pour le faire. Les relations de bon voisinage. Les relations de bon voisinage. On a fermé la frontière. Non, l'état de siège n'a jamais fait fermer les frontières. Les frontières fonctionnent, toutes les administrations sont là en place, et le contrôle, mais sous l'autorité militaire. C'est ça. C'est ça. C'est très différent. Non, c'est pas très différent. En fait, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que la présence des militaires apporte au moins une coercition et des réactions sont plus rapides et il y a certaines libertés qui ne peuvent pas s'exercer. Ça, c'est nous les Congolais qui avons voulu ça. Il faut lire l'article 62 de la Constitution. Nous avons dit, si on proclame l'état de siège, l'état d'urgence, nous pouvons renoncer à l'exercice de certaines libertés qui sont reprises là-dedans, jusqu'à la fin de cet état de siège. Le siège a impliqué ses limites aujourd'hui avec l'inclusion du 23 qui atteint les positions des forces démocratiques. Ça démontre qu'il a montré ses limites.
Pour démontrer ses limites, il faudra passer à une autre étape. Non, c'est-à-dire que moi, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on remette en cause l'état de siège en tant que mécanisme, parce que c'est nous, les Congolais, lorsque nous avons voté notre Constitution, qui avons voulu ça, en les mettant dans la Constitution. Par contre, j'ai aimé le travail que nos députés ont fait, les évaluations, à travers la Commission de défense et de sécurité. Nous, la CAGE, nous avons travaillé avec les membres de cette commission. Ça nous a permis d'avoir énormément d'informations en dehors de celles que nous avons collectées sur place. Le problème, c'est qu'il nous a paru qu'il y avait eu une faiblesse dans la stratégie qui devait être mise en place pour accompagner l'état de siège. La stratégie, il y a eu la dimension importante, c'est les moyens logistiques et financiers. Parce que je vous donne un exemple. Selon les informations à notre possession, lorsque l'état de siège est décidé, armée politique, les militaires qui devaient prendre possession des lieux ont fait leur état de besoin, qui se sont étalés jusqu'à plus ou moins 500 millions de dollars. Ce qu'il fallait, c'est plus ou moins des demi-milliards. C'est beaucoup d'argent pour la RDC maintenant. Mais le gouvernement, dans les versements, jusqu'il y a un mois, selon les informations fiables à notre possession, le gouvernement avait déjà décaissé plus ou moins 37 millions. Sur les 500 millions. Sur les 500 millions. C'est insignifiant. Vous voyez, c'est insignifiant par rapport aux besoins. Aux besoins d'accompagnement qui pouvaient rendre au moins l'état de siège costaud et ainsi espérer rapidement des résultats à la hauteur même de l'action. Vous voyez, il faudrait que les Congolais soient aussi informés de ça et le gouvernement n'avait pas suffisamment informé pour dire nous n'avons pas donné les moyens. Mais mis à part cet aspect, même les moyens, les peu de moyens qui avaient été mis à leur disposition, nous avons constaté, et les députés ont fait, membres de la commission, ont fait le même constat, que la gestion n'avait pas été une gestion transparente. Voilà. Ah oui. Donc, il y a des gens qui doivent être aujourd'hui mis à la disposition de la justice pour qu'ils puissent assumer leurs responsabilités pénales pour la mauvaise gestion de fonds mis à leur disposition. Vous avez déjà suivi qu'à Ituri, à Bunia, on a condamné plus une dizaine d'officiers, notamment pour ces faits-là. Et nous félicitons, j'en profite, pour féliciter la justice militaire pour le travail professionnel et appréciable qu'il est en train d'abattre, principalement dans la province de l'Ituri, et féliciter l'auditeur supérieur, les membres de la Cour qui sont dans ce place. Et nous demandons c'est que ceux qui sont aussi dans la province du Nord Kivu fassent le même travail, parce qu'on ne les sent pas. Ce sont des informations très telles que ce que vous dites là, sur les 500 millions. Bien sûr, c'est vérifiable. Nous, quand nous donnons des chiffres, c'est des choses que nous vérifions et nous vérifions auprès des sources crédibles, auprès des sources officielles. Nous avons des rapports, nous avons des documents, des comptes rendus. Nous faisons, nous nous forçons pour avoir accès à l'information plausible. Et le gouvernement aurait dû aussi mobiliser ses partenaires, parce que nous savons qu'effectivement, l'actuel gouvernement a hérité d'une situation très difficile. C'est lancé dans la lutte contre les antivaleurs, avec le travail de la société civile, des Congolaises et des Congolais, aujourd'hui qui s'engagent de plus en plus dans la lutte contre la corruption, le détournement des biens publics. Ça a permis à ce que nos régies financières augmentent les ressources. Nous avons suivi aussi que, par exemple, au niveau de cadastre et de conservation des affaires foncières, les efforts sont de plus en plus fournis dans la ville de Kinshasa, où le ministre a parlé de 240% des recettes réalisées. Et donc, ce sont des efforts que nous louons, mais qui n'ont pas encore permis à la RDC d'avoir suffisamment de moyens qui pouvaient lui permettre, d'un coup comme ça, de libérer 500 millions pour seulement des opérations de l'État. Sans moyens, c'est impossible. C'est impossible.
avec les États actuels et la RDC, nous ne devons pas rêver autrement. Nous sommes un pays immensement riche et nous avons 9 voisins. Et nos richesses aujourd'hui provoquent de la convoitise, non seulement des pays voisins, mais aussi de la communauté internationale. Mais pour que nous puissions protéger ces richesses, les exploiter au bénéfice et au profit du peuple congolais, nous devons nous donner des moyens de protection à travers nos forces de défense et de sécurité notamment, à travers l'amélioration de notre système. Alors, on sent qu'il y a déjà de plus en plus de volonté parce que quand nous constatons que depuis 2021 à ce jour, quand nous prenons une régie comme DGI, qui a réalisé comme ça pour un temps, le cours, plus d'1 milliard de dollars de recettes, c'est historique. Donc nous félicitons tous ces gens, nous travaillons avec eux, nous les encourageons tout le temps parce que c'est des Congolais, des Congolaises qui ont compris, comme j'ai fait aujourd'hui un titre pour dire, c'est lui qui s'est dit soutenir réellement les FARDC. Bref, l'ensemble des forces de défense et de sécurité dans notre situation actuelle pour protéger notre pays, protéger nos frontières, protéger nos populations et protéger nos richesses. Il doit s'engager dans la lutte contre la corruption, là où il se trouve. Ça veut dire que vous êtes ministre, vous dites Bendel et Kweyate. Mais il ne faut pas que ça soit verbal. Nous devons sentir dans votre gestion, messieurs les ministres, que vous travaillez pour faire accroître les moyens et que ceux qui tentent de les détourner dans votre ministère, vous les faites sanctionner. Vous êtes mandataire, vous faites la même chose. Vous êtes citoyen dans une administration, vous voyez que votre chef ou un groupe de vos collègues s'organise pour détourner l'argent de l'État. Vous devez les dénoncer pour sauver ces moyens de l'État. Parce que si on n'a pas cet argent, on ne saura pas équiper notre armée, on ne saura pas les former, on ne saura pas assurer l'aide sociale, nous resterons toujours vulnérables. Et tous les pays voisins, petits soient-ils, vont toujours commencer à nous écouter. Vous êtes président de la page, surtout qui lutte pour le droit de l'homme. Comment trouvez-vous l'état de droit en République du Congo, l'instauration ou la volonté d'arriver à l'état de droit en République du Congo depuis l'arrivée du président Félix? La volonté politique est réaffirmée par le président de la République à travers plusieurs discours, plusieurs messages. Mais la volonté en elle seule, traduite par des mots, elle ne suffit pas. Il faut 2 autres choses. Premièrement, il faudrait qu'on donne des moyens nécessaires aux organes de contrôle et de répression de lutte contre la corruption. Entendez par là la justice. Il faut leur donner des moyens de fonctionnement. Il faut améliorer les sociales, les conditions socio-professionnelles des magistrats, du personnel judiciaire. Parce que sans eux, on ne saura jamais faire arrêter un ministre ou faire arrêter un mandataire, bref, toute personne qui va voler l'argent de l'État. Et ils ne vont pas les secouer, ils ne vont pas les intimider. Eux-mêmes risquent de devenir membres de cette corruption. Il faut aussi, en leur donnant les moyens, veiller à ce que le Conseil supérieur de la magistrature châtie sévèrement contre les membres du pouvoir judiciaire qui tenteraient de faire perpétuer la pratique de corruption au sein du pouvoir judiciaire. Et en dehors des moyens. Mais les moyens, là, il faut aussi les donner à d'autres institutions. Comme la Cour des comptes, aujourd'hui, vous savez que la Cour des comptes, qui est pourtant une cour devant nous aider à prévenir le détournement, elle n'est pas opérationnelle. On voit plus de 40 de ces magistrats qui doivent faire le travail, qui doivent aider les pays à bloquer le détournement, prévenir le détournement, n'ont jamais prêté serment. En dehors de ça, il faut la sensibilisation.
faut la sensibilisation. Ah oui, il faut la sensibilisation. Il faut que les gouvernements s'engagent dans la sensibilisation, notamment à travers les organisations de la société civile. Il faut que les gouvernements donnent les moyens aux organisations de la société civile. Parce que l'article 37 prévoit de la Constitution que la collaboration entre les pouvoirs publics et les organisations de la société civile peut revêtir même la forme de subventions pour leur permettre de faire leur travail. Donne des moyens aussi aux médias. On va finir, on va ajouter par là la question justement de la justice. Ouais. Selon les informations que nous suivons dans les médias, la justice n'accompagne-t-elle pas les actions de l'IGF qui dénonce le détournement, la corruption, mais en fin de compte, la justice n'accompagne pas cette IGF qui est en train de se battre pour assainir le secteur financier. Est-ce votre point de vue? Oui et non. Parce qu'il y a, oui, pourquoi? Parce que nous avons une liste de dossiers que l'IGF a référé au parquet qui, jusqu'à ce jour, n'ont jamais été instruits ou quelques-uns ont été instruits de manière artificielle. Pour la plupart, n'ont pas connu de suite. Non, pourquoi? Parce que nous avons aussi un certain nombre de dossiers qui ne sont pas assez nombreux, qui ont été référés ou qui ont été ouverts à l'initiative de certains procureurs, lesquels dossiers ont abouti à des condamnations. Même si malheureusement, la plupart des condamnations jusqu'à ce jour, presque toutes, n'ont jamais permis à l'État de récupérer les biens qui ont été volés, c'est-à-dire les biens qui créent, l'argent détourné. Il s'ajoute aujourd'hui un phénomène de liberté provisoire qui nous inquiète de plus en plus et qui est devenu un phénomène trop prisé au niveau de la Cour de cassation. J'ai déjà eu à déplorer ça plusieurs fois. Il faudrait que la Cour de cassation joue son rôle. Et ne joue pas son rôle. Non, ce n'est pas ça qu'on attend d'être. Lorsque vous êtes saisi au degré de Cour de cassation et que les personnes qui viennent à pouvoir ont demandé des libertés provisoires à des niveaux qui ne leur avaient pas été accordés. Lorsque vous voulez l'accorder, il faut restreindre, il faut ajouter des conditions, notamment en ce qui concerne les cautionnements. La somme d'argent qui est versée, qui est décidée comme cautionnement, est dérisoire. On ne peut pas comprendre que quelqu'un qui est condamné pour des millions, 20 millions, 40 millions, que la Cour de cassation puisse statuer et lui demander de verser 500 000 $. C'est dérisoire. Parce que le cautionnement permet à obliger que la personne puisse comparaître plus tard et que cette somme soit gardée de sorte que si la personne est condamnée, l'État a déjà quoi rapidement récupérer. Donc voilà les problèmes que nous déplorons. Mais nous restons très engagés dans les plaidoyers, tant avec les responsables de ces hautes juridictions, mais aussi avec les plus hautes autorités du pays, au niveau de la présidence, du gouvernement, du ministère de la Justice, Conseil supérieur de la magistrature, pour que des solutions soient trouvées. Parce qu'il ne faudrait pas que les magistrats donnent l'impression de décourager ceux qui sont engagés de manière résolue dans la lutte contre la corruption et le détournement. Merci beaucoup, Président Georges Katiamba de la CAGE. Pour finir, une dernière question. Le processus électoral est en train de se dérouler. Comment trouvez-vous le jeu démocratique déjà au sein de l'Assemblée nationale avec le vote de la loi électorale du G13 qui a été pratiquement changé de fond en comble? Quel est votre point de vue? Nous avons joué notre rôle de plaidoyer avec les responsables, les plus hauts responsables, mais aussi avec certains députés influents. Nous insistons sur deux choses principales. La première chose, c'est qu'il faudrait que l'obligation d'afficher les résultats dans chaque bureau soit protégée, soit assurée. Je sais qu'il y a une controverse, un débat en ce qui concerne est-ce qu'il faut afficher ou publier. Demandez le point de vue de la CAGE, nous disons que ce soit l'affichage, que ce soit la publication. L'objectif des résultats, c'est qu'immédiatement après
les votes, les comptages. Il faut que les bureaux soient en mesure au moins de mettre à la disposition des citoyens, des partis politiques, des observateurs, les résultats dans ces bureaux pour leur permettre de faire plus tard de population. Donc voilà pourquoi nous ne voulons pas nous insister sur l'une ou l'autre expression. Deuxième chose sur laquelle nous avons insisté et nous avons obtenu au moins des garanties que ça va être fait, c'est la représentation de la femme au sein de partis politiques, sur les listes de partis. Nous disons, nous ne voulons pas aussi les imposer. Pourquoi? Parce que c'est vrai que l'article 12 parle de l'égalité des chances. Maintenant, nous avons une loi de 2015, si je ne me trompe pas, sur la mise en œuvre de la parité. La loi a fixé déjà un taux à 30%. Nous avons dit aux députés que pour nous mettre le fisc en ordre avec notre législation, commençons par en introduisant une sanction disant une liste d'un parti ou d'un regroupement politique qui n'aurait pas présenté sur les femmes sur la liste avec plus ou moins 30% sera déclaré irrécevable. Qu'on commence par là. Nous avons reçu des garanties que ces deux acquis seront protégés. Nous attendons et nous avons des observateurs de la cage au palais du peuple qui suivent les débats et à la fin nous verrons les résultats. Merci beaucoup, maître. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ce numéro d'entretien touche à la fin. Nous disons donc au revoir et comme tous les programmes sur votre chaîne de télévision, à la prochaine.